tous, bonjour aux têtes connues. Très heureux de vous accueillir pour cette table ronde extrêmement importante sur la résilience et la préparation aux pandémies. Donc je vais laisser mes amis se présenter. On va commencer par l'amont, dans le continuum de l'innovation. Donc Yazdan. Oui, bonjour, Yazdan Pana. Donc, je suis médecin, infectiologue et épidémiologiste et je suis directeur de l'ANRS, Maladies infectieuses émergentes, qui est une agence autonome de l'INSERM. Marc, nous allons de l'autre côté du continuum vers les industriels. Oui, alors, bon, je suis immunologiste de formation. J'ai passé un certain temps dans la recherche académique et puis je suis passé de l'autre côté, du côté de l'industrie, en tant que directeur scientifique et médical de l'Institut Méhailleux et aussi en accompagnement de certaines sociétés de biotech. Et actuellement, je suis Chief Scientific Officer de ImCheck Therapeutics. Et j'aurai le plaisir d'animer et de participer à cette table ronde. Ça aurait fait du sens que ce soit Christophe Denfert, qui est le responsable de la Task Force pandémique Préparness. Mais c'est moi et je suis Isabelle Beukel, et responsable de l'innovation et des partenariats industriels de l'Institut Pasteur, après 30 ans de carrière académique dans le monde des technologies. Donc nous allons parler de l'ensemble. Et sans plus attendre, la première question que je voudrais que l'on aborde en 3 minutes chacun, pas plus, il y a le compte à rebours là-bas, c'est tout ce qui est innovation médicale. Est-ce vraiment un progrès pour tous ou un privilège pour quelques-uns? Arnaud Fontanier disait il n'y a pas très longtemps que nous sommes entrés dans une ère de risque pandémique accru. Donc demain, une nouvelle pandémie frappe, Yazdan? Est-ce qu'on est mieux préparé, c'est ça? C'est ça. Et surtout comment se préparer? Premièrement, je pense que la question que les journalistes posent souvent, c'est est-ce qu'on est bien préparé? Moi, je dis toujours on est mieux préparé qu'avant. Mais je pense que compte tenu de l'incertitude qu'il y a autour de finalement quel germe va nous préparer, nous frapper, quelle sera l'étendue de l'épidémie, d'où ça va venir, on ne sera jamais parfait. Mais chaque fois, chaque épidémie, chaque pandémie, on apprend et on est mieux qu'avant. Alors, comment on peut vraiment préparer l'arrivée d'une épidémie, une pandémie? Je pense que vraiment, pour mieux répondre, il vaut mieux préparer. Tout est dans la préparation. La préparation, premièrement, au niveau de la France et au niveau de l'Europe, parce que je pense que de plus en plus, il faut vraiment parler de l'Europe et de l'international, c'est qu'on ait une meilleure articulation entre la recherche et l'innovation, parce que c'est de ça qu'on parle ici aujourd'hui. On a souvent opposé la recherche et l'innovation, on a souvent différencié la recherche et l'innovation, et je pense que vraiment il faut les articuler, il faut travailler plus ensemble entre industriels et académiques. C'est ce qu'on a essayé de faire, notamment à l'ANRS avec BPI maintenant. C'est hyper important pour l'avenir. Deuxièmement, il faut anticiper. Pour anticiper, on sait que souvent, c'est des réémergences et souvent, c'est les mêmes pathogènes qui reviennent dans 75% des cas. Donc, il faut identifier, d'où ça peut venir, d'où, comme la plupart du temps, ça vient des pays du Sud, global, il faut vraiment avoir plus d'interaction. Alors là, on est dans un moment politique où ce n'est pas du tout à la mode, mais malgré tout, c'est très important pour dire que c'est sécuritaire et il faut avoir une meilleure articulation avec les pays du Sud. Il faut identifier les pathogènes qui vont revenir et essayer en amont de faire des vaccins et traitements, l'articulation entre l'industrie et la recherche pour ça, et aussi avec les pays du Sud, qui est extrêmement important. Il faut avoir un chef... Combien de temps j'ai? 1 minute. Il faut avoir un chef d'orchestre. Et je pense qu'il est très important que ce combat soit international, qui est une gouvernance globale au niveau international. Et là, je dirais, le rôle
de l'OMS extrêmement important comme chef d'orchestre, même si de nouveau, ce n'est pas à la mode du tout parce qu'ils n'ont pas d'argent, mais il faut trouver de nouveaux modèles de financement pour sortir de ce qui était très dépendant des États-Unis. Et deuxièmement, ce qui est très important, c'est le rôle fort et important de l'Europe pour lutter d'une manière générale sur le plan régional partout dans le monde et pas tout sur le plan national, même si la nation doit être forte et au niveau européen, le rôle important de l'Europe. Tout à fait. Yazdan parlait des relations académiques industrielles et de l'importance de l'international. Comment tu le vois par rapport à ton expérience? Alors, relations académiques et industrielles, je dirais que déjà au niveau de la préparation, on peut partir en fait de cas assez concrets. Typiquement, par exemple, préparation, qui dit préparation dit surveillance. Et surveillance, en fait, est un véritable défi. C'est un défi à la fois technique et financier. Pourquoi? Parce que, comme Yazdan l'a souligné, dans les pays à ressources faibles et intermédiaires, les PRFI, eh bien, en fait, ce sont ces pays-là où les risques de développement de pathogènes à potentiel épidémique ou pandémique est le plus élevé. Or, le problème, c'est que ces pays ont des infrastructures et des compétences locales qui restent malheureusement limitées. Donc, le premier défi, c'est d'arriver à proposer des solutions de surveillance qui soient compatibles en fait avec des conditions d'infrastructure limitées ou de compétences limitées. Donc ça, l'innovation est absolument décisive pour pouvoir mettre en place ce type d'outils. On pourra revenir sur ces innovations qui peuvent être cruciales dans la détection précoce de menaces et notamment de menaces sanitaires. Alors après, quand on pense aux innovations sur lesquelles l'industrie peut jouer un rôle dans le cadre de la surveillance, en fait, j'en vois deux qui ont un potentiel énorme. Le premier, c'est la surveillance digitale, qui s'appuie en fait typiquement sur des données, des sources ouvertes, que ce soit les réseaux sociaux, que ce soit les chats, que ce soit les données publiques. Et en fait, il nous faut des outils qui soient capables d'intégrer une multitude de données qui sont disséminées et d'avoir notamment des outils, des algorithmes, des outils d'intelligence artificielle qui soient capables d'intégrer, de modéliser en fait ces risques épidémiques dans tous les pays. Et donc en fait, typiquement, il y a déjà des initiatives internationales, et en particulier une initiative portée par l'OMS qui est l'Epidemic Intelligence from Open Source et qui permet en fait effectivement de coordonner les actions autour de la modélisation épidémiologique et de l'anticipation de ces risques. Un autre enjeu, c'est véritablement de pouvoir mettre à disposition des plateformes qui requièrent une technicité limitée et qui soient véritablement exploitables dans des endroits reculés où les infrastructures sont limitées. Et là, il y a de plus en plus d'outils qui permettent d'avoir des criblages simultanés d'un grand nombre de pathogènes à potentiel épidémique et qui peuvent typiquement permettre de répondre à un besoin non satisfait, notamment dans les PRFI, pour pouvoir améliorer notre efficacité de surveillance. Alors bien entendu, tout ceci, ce sont des solutions ponctuelles. Mais le point le plus important, et Yazdan l'a souligné, c'est la coordination internationale. Et de ce côté-là, on a des outils comme le règlement sanitaire international qui, normalement, permet de coordonner les différents pays dans la détection précoce de menaces, qu'elles soient biologiques ou non biologiques. Et donc, en fait, l'enjeu, c'est aussi de mieux faire appliquer le RSI pour que, effectivement, on soit tous au même niveau d'information et le plus rapidement possible. Et en fait, dans le cadre de la crise Covid, on s'est rendu compte que sa détection est extrêmement précoce. Il faut être conscient que les premières alertes sont apparues en décembre, mais le fait, dès qu'il y a eu une dissémination en fait, de la nature et des caractéristiques génétiques du virus qui était responsable de cette future pandémie, eh bien, en fait, les industriels se sont mis immédiatement au travail et dans un temps record, ont pu commencer à développer des solutions médicales, notamment diagnostiques, qui ont permis en fait, d'accélérer en fait, le contrôle et en tout cas le monitorage de la pandémie. Merci beaucoup, Marc. Oui, je pense que pour cette première partie de nouvelle pandémie qui peut arriver,
on retrouve bien, et le point de vue de Pasteur est aussi le même, une surveillance intégrée, d'anticiper avec une recherche préventive, avec un lien fort de l'académique à l'industriel, des financements et des collaborations importantes, des structures qui sont mises en place dans les différents laboratoires de Outbreak Task Force, de contrats internationaux là, avec la NRSMIE, mais pas simplement. Et donc ma question suivante, pour faire le lien avec ce que tu viens de dire, Marc, et pour être un peu provocatrice, on parle effectivement de l'importance de l'international. On sait que plus de 17 millions de personnes meurent encore chaque année d'infections traitables. Je ne parle pas du tout de ce qui peut être résistance aux antibiotiques. Et notre responsabilité d'Institut de recherche public étant de faire que l'innovation bénéficie à tous, que fait-on et comment faire pour que l'innovation médicale bénéficie aussi aux plus vulnérables dans ce contexte de réchauffement climatique et de changement de l'activité des pathogènes? Yazdan. Alors, en fait, en général, dans toutes les épidémies, les pandémies, y compris dans nos pays riches, on voit que la mortalité est beaucoup plus importante chez les plus vulnérables. Pendant l'épidémie de Covid, il y a eu une enquête faite par Santé publique France qui a montré que les populations vulnérables, ceux qui avaient les revenus les plus modestes, se testaient moins souvent, étaient vaccinés moins souvent et troisièmement, ils mouraient plus souvent de Covid. Et ça, on l'a vu, parce qu'on l'a regardé pour l'épidémie de grippe de début de siècle, c'était exactement la même chose. Après, il y a aussi que les innovations, comme tu l'as dit, n'arrivent pas non plus à un certain nombre de pays dans le Sud. Notamment, on sait que le vaccin, la couverture vaccinale, était très faible dans un certain nombre de pays d'Afrique subsaharienne. Donc il est vraiment important d'essayer dans l'avenir, et même aujourd'hui, parce que tu as dit, il y a des gens qui ne bénéficient pas des traitements qui sont existants, de travailler sur ce sujet. Et nous, notamment, on travaille beaucoup là-dessus. Ça s'appelle la recherche d'implémentation, pour s'y dire qu'on a les innovations, mais comment, en pratique, il faut les mettre en place. Alors, il y a plusieurs raisons. La première raison, c'est que finalement, l'innovation existe, comme dans nos pays, mais les gens ne les connaissent pas, ou ils ne vont pas se faire vacciner. Ils n'ont pas le temps d'aller se tester. Donc ça, c'est un premier argument où il y a beaucoup de recherches sociologiques que nous, maintenant, on fait à la NRS pour essayer de faire connaître. C'est la science d'implémentation. Il faut travailler avec les sciences politiques, avec les sciences sociales, et c'est vraiment intéressant pour mettre en place. Le deuxième chose, c'est que c'est des gens qui savent, mais il y a une hésitation vaccinale, il y a un refus d'innovation, parce que finalement, on sait que le complotisme, finalement, et l'hésitation vaccinale, c'est plus important dans les pays à ressources limitées et même dans les populations vulnérables. Et là aussi, je dirais, c'est un travail important. C'est devenu beaucoup plus important qu'avant avec les réseaux sociaux. Et on a lancé, et je pense que là aussi, c'est la recherche. C'est la recherche et aussi de l'intervention pour essayer de convaincre. Donc, on a lancé aussi un groupe de travail autour de ce qu'on appelle l'infodémie pour essayer de lutter contre ça. Et troisièmement, c'est des questions économiques. Ça veut dire que le prix de vaccin est cher pour les pays du Sud, que le test, si je suis, même en France, si je dois faire un test, qu'après je dois m'arrêter de travailler, je ne peux pas, parce que je suis indépendant et que pendant 3 jours, je ne vais pas bouffer, donc je ne vais pas me faire de test. Et là, c'est toutes les mesures économiques pour essayer de permettre ça. Et pour ce qui est l'achat de vaccins et traitements, vous savez qu'il y a maintenant le traité pandémie qui a été mis en place par les différents États.
pour essayer de diminuer le prix des innovations dans les pays du Sud. Mais il y a encore du chemin à faire. Il y a effectivement du chemin. Avant de te passer la parole, peut-être faire un petit focus, puisque en tant que responsable du transfert de technologie et des partenariats industriels, c'est un sujet qui revient souvent dans les médias. En fait, l'approche dont parle également Yazdan, c'est des modèles économiques différenciés. Donc nous, à l'Institut Pasteur, mais certains de mes collègues des autres offices de transfert ont des licences adaptées, des conditions financières adaptées en fonction du sujet de santé publique, en fonction du pays. Et ça, ce sont des choses qui ne sont pas suffisamment dites, mais qui permettent de rendre finalement plus accessible et à des coûts moindres des produits de santé une fois qu'ils sont mis sur le marché par les industriels. L'autre chose qui est extrêmement importante, c'est tout ce qui est co-développement et capacité building avec cette façon de transférer d'un pays à l'autre les technologies, le savoir-faire. Il y a un certain nombre de grands programmes internationaux. On est par exemple avec AfroScreen, la NRS MIE, il y a l'IRD, l'AFD, il y a des membres du Pasteur Network, puisqu'il y a 33 instituts Pasteur dans le réseau du Pasteur Network qui participent à ce type de consortia. Il y a Medilab aussi, avec 6 partenaires européens. Et cette partie de co-développement et de renforcement de capacité est extrêmement important pour permettre ensuite l'innovation, le transfert vers l'industriel et le déploiement. Et là, je te passe la parole, Marc, pour cette partie plus aval. Oui, en fait, je voudrais rebondir sur la recherche d'implémentation dont a parlé Yazdan. En fait, la grosse difficulté, si on revient en fait sur les pays du Sud, c'est que souvent, ils ne sont pas les sujets, mais l'objet de leur propre histoire. Et dans le cas de l'innovation, c'est le cas. C'est-à-dire que finalement, les innovations arrivent souvent des pays du Nord. Et en fait, il y a un problème d'appropriation de l'innovation parce qu'en fait, les pays du Sud ne sont pas les acteurs de l'innovation. Et donc, en fait, le point critique, c'est que typiquement, par exemple, pour mener une recherche d'implémentation, l'enjeu est véritablement de promouvoir en fait des collaborations, mais pas seulement des collaborations nord-sud, mais aussi des collaborations sud-sud. Et au moins, la logique de ces réseaux sud-sud, c'est que véritablement, il y a un partage des préoccupations des pays du Sud face à leurs besoins, qui ne sont pas nécessairement exactement les mêmes que ceux des pays du Nord. Et eux, ils sont à même, à travers ces réseaux de recherche d'implémentation, d'adapter l'innovation à leurs besoins locaux. Donc ça, cette notion d'appropriation par les pays du Sud de l'innovation est un enjeu clé. Et il doit y avoir un lien de confiance qui doit se rétablir entre les pays du Nord et les pays du Sud pour que les innovations puissent se développer. Alors après, bien évidemment, il y a énormément d'autres enjeux triviaux. Isabelle a évoqué le fait qu'on a déjà beaucoup de médicaments qui sont efficaces et qu'on ne peut pas implémenter dans les pays du Sud pour des raisons de coût, etc. Donc il faut véritablement améliorer cet accès aux médicaments et aux innovations. À l'image, par exemple, il y a eu des modèles, notamment par exemple le Drug for Neglected Disease Initiative, le DNDi, qui véritablement développe, mais en collaboration avec les pays du Sud, des innovations qui sont adaptées à leurs besoins locaux. Et il faut que, si les pays veulent implémenter l'innovation, il faut qu'ils soient convaincus que cette innovation est véritablement utile pour eux et non pas utile pour les pays du Nord. Donc en fait, il y a tout un champ d'investigation autour de la façon et notamment de rompre les barrières sociologiques qui créent cette résistance au développement de l'innovation dans les pays du Sud. Alors après, bien évidemment, il y a d'autres enjeux, et là aussi, tu l'as évoqué, les enjeux de propriété intellectuelle. Et ces enjeux de propriété intellectuelle, ils jouent à différents niveaux. Ils jouent en particulier au début d'une pandémie, quand il s'agit par exemple de partager des pathogènes ou de partager leur matériel génétique. Là aussi, il y a des protocoles, le protocole de Nagoya ou autres, etc., qui visent à fluidifier les échanges d'informations concernant les pathogènes
mais il y a aussi une réflexion à mener pour permettre en fait un juste retour aux pays qui ont travaillé en fait sur les étapes d'épidémiologie ou d'isolement précoce de ces pathogènes. Donc en fait, bon, il y a plein d'autres solutions. Il y a effectivement l'enjeu du partage de la propriété intellectuelle sur des innovations qui ont été intégralement développées, par exemple des gros industriels dans le Nord. Le Pandemic Treaty de l'OMS, effectivement, aborde cette question, mais comme l'a souligné dans un understatement Yazdan, la situation est loin d'être simple et il y a encore énormément de résistance de la part des acteurs, notamment pharmaceutiques, pour partager ou pour mettre à disposition le know-how et la propriété intellectuelle qui est en lien avec les innovations. Et on a eu un exemple avec toutes les discussions autour de la disponibilité des vaccins à ARN. Et bien évidemment, il faut des moyens. Et ces moyens, ils sont destinés à la fois à sécuriser les investissements industriels dans les pays vulnérables, mais ils sont destinés aussi à renforcer toutes ces capacités de recherche et ces capacités, cette infrastructure et ces compétences dans les pays les plus vulnérables. Merci Marc. Je pense qu'on l'aura bien compris, l'équité en santé n'est ni un problème de modèle scientifique, ni de modèle économique, mais de travailler ensemble et continuer à pousser ce qui existe déjà et pas forcément connu de tous. Enfin, je voudrais aborder, puisqu'on a mentionné les innovations, tout le monde a en tête le vaccin à l'ARN messager, mais la prochaine crise ne sera pas la même que la précédente. On ne sait pas trop d'où ça viendra. Beaucoup de gens pensent à des virus respiratoires, mais d'autres pensent à d'autres types de crises sanitaires. Donc pour toi, Yazdan, quelle innovation pour la résilience future? Tu avais mentionné l'IA déjà. Oui, mais la France est le pays de Pasteur, n'est-ce pas? Pasteur a fait le vaccin et je dirais que malgré tout, je resterai sur le vaccin comme étant l'arme majeure pour lutter contre les épidémies et les pandémies et les maladies en général. Bien sûr, et bientôt, je pense même les maladies chroniques et les cancers. Je pense que l'IA est un outil pour permettre de trouver plus rapidement des vaccins, parce que finalement, l'IA a fait une émergence au sein de la recherche autour de la vaccinologie qui va complètement changer, comme tu le sais mieux que moi et Marc aussi, le futur de la vaccinologie. Et je pense que franchement, ça reste pour moi le vaccin. Deuxième chose, je pense que ce qu'a dit Marc est très important. Je pense que si on veut que les nations s'approprient, il faut qu'ils le fassent eux-mêmes. Et du coup, l'importance d'avoir des hubs, ce qui est en train d'être fait, pour essayer de produire au moins, voire pas seulement produire, mais aussi quasiment conceptualiser le vaccin dans les pays du Sud. Il y a 3 hubs maintenant en Afrique, au Sénégal à Pasteur, au Rwanda et en Afrique du Sud. C'est une première expérience, mais je pense que c'est hyper important aussi pour l'avenir, parce qu'on sait que beaucoup d'épidémies vont venir de ces zones, soit en Asie du Sud-Est, soit en Afrique subsaharienne. Et troisièmement, je reviens sur mon hésitation vaccinale, parce que je pense que ce n'est pas tout d'avoir des vaccins. Il faut aussi préparer les gens à être vaccinés. Il y a des régions en France où 30% des patients ou des personnes étaient vaccinées contre le Covid. Parce qu'ils ont aussi mélangé la politique et l'acceptation vaccinale. Je pense que c'est un gros travail à faire. Et là aussi, je pense que tous les communicants, les journalistes, les Sciences Po, les sociologues sont utiles. Il faut qu'on ouvre notre communauté de recherche vers ces gens-là, parce que ça va devenir, dans l'ère qui s'ouvre, j'espère pour un temps court, extrêmement important aussi de combattre le complotisme et de faire avancer la science. Merci Yazdan. Oui, tu parlais de la maison de Pasteur, mais en fait, nous, c'est vrai
On voit beaucoup tout ce qui est pour le prédictif, justement, l'approche prédictive, en particulier de l'IA appliquée à l'épidémiologie. On l'a bien vu avec l'importance des modèles de prédiction pendant le Covid, qui ont quand même permis d'anticiper toutes les problématiques de soins que tu connais mieux qu'aucun de nous trois. Tout ce qui est biomarqueur prédictif, qui est important. Et cet aspect que tu mentionnais de vaccins contre des familles de pathogènes pour que ça soit le plus large possible, et cette approche d'immunothérapie de nouvelle génération. Mais dans cet aspect-là, et pour revenir au point d'avant, il y a cet écosystème qui doit être plus distribué avec des bioproductions décentralisées pour donner accès. Tu mentionnais avec les hubs qui ont été mis en place et qui est extrêmement important. Tout ce qui est plateforme collaborative, on ne l'a pas mentionné, mais nous, on a un label Carnot qui est sur tout ce qui est maladies émergentes et qui a une approche One Health, où les gens qui sont des domaines d'expertise différents dans la santé animale et autres peuvent justement appréhender ce même sujet et travailler dessus, qui est important. Et puis, un petit point, et je ne fais pas ça pour être sympathique avec les personnes qui nous ont invités, mais tout ce qui est start-up deep tech. Parce que moi, un pasteur dans mon métier, je vois les difficultés entre la recherche qui est faite, les découvertes qui sont faites. On a beaucoup de financement. La NRS et MIE a mis en place beaucoup de financement pour tout ce qui est précoce. Mais moi qui viens du monde des technologies industrielles, ce qui coûte cher, c'est l'aval. Et jusqu'à présent, les grosses entreprises dans ce domaine de santé publique ne veulent pas prendre de risques. Et prendre de risques, c'est dépenser 1 milliard pour un vaccin, pour une épidémie qui n'arrivera peut-être pas. Et donc tout ce qui est start-up deep tech est quelque chose d'extrêmement important pour travailler en accord dans son continuum. Et sur ça, je voulais l'avis de Marc, qui est à la fois un industriel et impliqué dans les start-up. Oui, alors, bon, bien évidemment, vous avez quasiment tout dit, hein, et je suis évidemment totalement d'accord avec votre analyse. Je pense que on s'est rendu compte, en fait, avec la crise Covid, que paradoxalement, ça a été un fantastique accélérateur d'innovation. Pourquoi ? Tout simplement parce que ça a levé un certain nombre des barrières que Isabelle vient d'évoquer. L'incertitude, les investissements massifs, sur un marché qu'il était extrêmement difficile d'évaluer. Et donc, en fait, quand on s'est rendu compte que dès qu'on dérisquait en fait, des productions de vaccins à large échelle, parce qu'ils étaient largement financés par les États, eh bien évidemment, on accélérait la génération de ces vaccins et ça a permis effectivement de démontrer pleinement le potentiel de nouvelles plateformes vaccinales, les vaccins viraux ou les vaccins ARN. Il y a eu une véritable innovation organisationnelle dans la façon dont on a mené les évaluations à flux continu et qui ont permis là aussi de raccourcir de façon extraordinaire les délais de rendu en fait de ces évaluations. C'est ce qui a permis en fait de diviser par 10 ou par 15 le temps de développement de ces vaccins. Donc effectivement, les innovations, elles ne sont pas seulement des innovations technologiques, elles sont des innovations organisationnelles. Après, je pense qu'il n'y a pas une innovation qui va révolutionner. C'est une combinaison d'innovations. Et quand on pense au vaccin, c'est l'aspect d'anticipation, de préparation. Et effectivement, vous l'avez déjà évoqué, d'essayer d'imaginer, par exemple, il y a un challenge qui s'est posé à l'issue de la crise Covid, qui était de pouvoir produire un vaccin en moins de 100 jours. Et pour cela, c'est quasiment impossible si on n'a pas déjà préparé des conceptions en fait, de plateformes qui permettent de couvrir les pathogènes à potentiel épidémique les plus probables. Donc effectivement, on travaille beaucoup actuellement, aussi bien au niveau des vaccins, mais aussi au niveau des molécules, par exemple antivirales,
à des molécules qui vont agir de façon croisée sur des grandes familles de virus, par exemple, qui ont un potentiel pandémique assez élevé, comme par exemple les coronavirus, mais aussi beaucoup de virus, les fièvres hémorragiques. Donc en fait, cette préparation à l'innovation, elle est absolument cruciale pour qu'effectivement on puisse répondre en temps à ces épidémies. Et puis enfin, bien évidemment, j'ai évoqué, et ça c'est un élément absolument crucial, la dimension de surveillance et de diagnostic. Il nous faut des innovations qui soient les plus, comme on dit en anglais, idiot-proof, c'est-à-dire réalisables par quelqu'un qui n'a aucune technicité, de façon à ce qu'elle soit le plus largement disséminée. Et là, il y a beaucoup de plateformes en fait de criblage automatisé et qui permettent en fait d'être implémentées, notamment pour la surveillance des eaux usées, qui a démontré en fait son efficacité pour l'anticipation de la détection, par exemple, des variants Covid, mais qui sont désormais implémentés pour la détection ou l'anticipation des grippes saisonnières et autres. Donc en fait, c'est autant d'innovations qui sont absolument cruciales. Et bien évidemment, l'intelligence artificielle a un rôle à jouer dans toutes ses composantes, que ce soit dans le design en fait des molécules qui vont avoir ces activités antivirales de spectre large, que ce soit dans le design des vaccins et dans l'anticipation de leurs effets secondaires, ou que ce soit dans le design de ces solutions de surveillance. J'arrête là. Merci beaucoup, Marc. Je vois un monsieur qui me fait des grands signes derrière. Donc je pense que la conclusion de cette table ronde est assez simple. C'est la résilience de demain se construit aujourd'hui et ensemble. Oui, absolument. Je pense que pour réussir, il faut surtout travailler tous ensemble. Et j'en profite pour remercier aussi BPI pour leur invitation. Merci BPI. Au revoir et très belle journée à tous. Merci madame. Merci madame.